Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin, une table ronde qui s'est tenue le 19 avril au Sénat à l'occasion d'un colloque évoquant la réforme systémique des retraites. Le gouvernement organise actuellement un Big Bang en la matière. L'exécutif souhaite aboutir à un système universel où, je cite, chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits à tous. Les sénateurs et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se sont donc réunis mi-avril pour établir un diagnostic du système de retraite actuel et détailler les pistes de réforme. Parmi les nombreuses tables rondes qui se sont tenues ce jour-là, je vous propose ce matin de voir celle qui était consacrée à la retraite par points et aux exemples de nos voisins européens, notamment l'exemple suédois, qui est lui plus exactement une retraite par compte notionnel. Dans ce cas précis, l'assuré acquiert un capital virtuel basé sur ses cotisations qui est ensuite converti en pension. Un exemple qui pourrait inspirer la France. Retour donc à ce colloque qui s'est tenu au Sénat mi-avril. Oui, mesdames, messieurs, d'abord je salue celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de la journée consacrée cette fois-ci au contour possible d'une réforme des retraites. Ce sujet de la réforme systémique est assez vertigineux, on a pu s'en rendre compte ce matin. C'est pourquoi j'ai souhaité que la Commission des affaires sociales du Sénat, en particulier le rapporteur vieillesse René-Paul Savary et le rapporteur général Jean-Marie Vanlerenberghe, commencent ces travaux très en amont dès l'annonce de la réforme. D'abord parce qu'il y a un intérêt constant de la Commission sur ce sujet, et j'ai aperçu tout à l'heure Dominique Leclerc, éminent ancien rapporteur vieillesse de la Commission, qui pourrait en témoigner. Ensuite, parce que les enjeux sont considérables, qu'ils soient financiers ou sociétaux. Les retraites sont une grande réussite de notre système de protection sociale. Nous tenons à les adapter pour les préserver. 400 milliards d'euros, monsieur le commissaire général, ne se pilote pas à 3 ans. Enfin, ce projet de réforme annoncé était, disons-le, accueilli par une forte dose de scepticisme et nous ressentions le besoin d'en comprendre les enjeux et d'identifier, c'est l'intitulé de la mission que j'ai confiée à la MEX, les conditions de réussite d'une réforme systémique. Quel schéma cible? Comment gérer la solidarité? Quelle période de transition? Autant de questions auxquelles nous devons essayer d'apporter des réponses. Dernière chose, pour moi qui suis un passionné des questions de santé, et je voudrais juste dire, entre parenthèses ici, que j'ai bien écouté ce matin Bernard Thibault, qui a parlé d'un changement de réforme et d'une réforme systémique. J'aurais aimé qu'il réagisse de la même façon lorsque l'on est passé des cotisations sociales à la CSG pour l'assurance maladie. Je ferme la parenthèse. Il y a une forte imbrication entre tous ces sujets liés à la problématique de l'allongement de la durée de vie et au vieillissement de notre société et qui va jusqu'à la place que nous faisons aux jeunes et en particulier à l'emploi des jeunes alors qu'il faut financer les retraites mais aussi les maladies chroniques ou encore la dépendance. Au cours donc de cette deuxième partie, nous allons examiner le cas de pays européens qui ont ou qui vont procéder à une réforme systémique. Aucun schéma n'est évidemment transposable puisque nous ne connaissons pas la même situation de départ, mais les inspirations sont évidemment possibles. Dans un second temps, nous demanderons à d'éminents spécialistes de nous éclairer sur ce qui pourrait être une réforme systémique à la française. Je mesure l'étendue de leurs responsabilités à l'aune de mes attentes sur le dévoilement de cette réforme. Nous verrons enfin, en clôture de la journée, ce que pourra nous dire le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme de retraite. Et je voudrais lui dire aussi à Jean-Paul, rapidement, comme ça aussi entre parenthèses, qu'il est ancien sénateur, qu'il voit aujourd'hui l'importance du Sénat dans la réflexion que nous pouvons amener sur ce sujet. Et je souhaite évidemment qu'il en prenne conscience. Et je lui dis, monsieur le haut-commissaire, veillez à ce que le gouvernement n'affaiblisse pas le Sénat par la suite.
Enfin, nous verrons en clôture de la journée donc ce que pourra nous apporter Jean-Paul Delevoye. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi de fructueux travaux. Merci, Monsieur le Président. Et nous allons donc débuter la première table ronde de l'après-midi. Elle sera présidée par le sénateur Jean-Marie Van Lerenberghe, rapporteur général de la Commission des affaires sociales du Sénat. Et j'appelle à vos côtés Monsieur le sénateur Hervé Boulol, économiste à l'OCDE. Je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Écoutez, je fais de la promotion du Sénat. Dominique Acker, conseillère aux affaires sociales et à la santé pour les pays nordiques. Michel Marton, ancien vice-ministre italien du Travail et de la Sécurité sociale. Et Jean Hendricks, économiste, membre du Conseil académique belge des pensions. Et c'est à vous, monsieur le sénateur. Bien, écoutez, nous abordons cet après-midi les aspects prospectifs, en quelque sorte, de ce colloque. Et on commence, comme on vient de le rappeler, par les expériences étrangères. Nous avons, avec René-Paul Savary et notre collègue aussi Corinne Vignon, députée, et bien sûr le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, arpenté, ce n'est pas le mot, mais fait quelques déplacements en Italie, pour commencer, chez vous, M. Marton. Et on a eu le plaisir de vous rencontrer d'ailleurs à l'ambassade de France. Nous sommes allés en Allemagne aussi, et nous sommes allés, j'y étais pas présent personnellement, mais c'était en Suède que s'est déplacée cette mission sénatoriale avec Jean-Paul Delevoye. On s'est aperçu qu'effectivement, un certain nombre de pays ont engagé bien avant nous, et ils vont nous en dire évidemment un peu plus, des réformes systémiques qui modifient profondément l'architecture de leur système de retraite, qui étaient tous des systèmes par répartition. Et ce que nous avons constaté aussi, c'est qu'ils n'ont pas abouti à un régime unique, que dans chacun de ces pays, il y a plusieurs piliers. Il y a un régime général, et puis se sont adjoints des régimes complémentaires sous des formes diverses, et notamment sous forme de capitalisation. Donc ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est de savoir quels sont les avantages et les inconvénients, si possible que vous nous disiez les erreurs peut-être à ne pas commettre, pour que nous puissions engager ici en France cette réforme sous les meilleurs auspices. Vous avez compris, après avoir écouté ce matin la dernière table ronde, que nous étions très attentifs justement à nous entourer des meilleurs conseils, et vous en faites partie. Donc, je vais commencer par présenter rapidement les différents protagonistes. Monsieur Boulol, qui est économiste à l'OCDE et qui va nous présenter donc un panorama de ces systèmes de pension, de retraite dans les différents pays de l'OCDE. Je lui demanderai, si possible, de nous faire peut-être un focus sur l'Allemagne, plus particulier si vous le pouvez, puisqu'il n'y a pas de représentant ici de l'Allemagne qui puisse nous en parler. Nous avons ensuite Dominique Acker, qui est doublement concerné par cette journée, parce que je crois que vous avez pris votre retraite il y a peu, et que vous étiez conseillère sociale de l'ambassade de France en Suède. Donc vous avez préparé le déplacement en Suède, et nous serions évidemment très heureux que vous puissiez nous présenter en détail le système suédois, et 20 ans après, d'en tirer un bilan incontestable. Je suis ravi, je le disais, de revoir au Sénat Dominique Marton, qui est un ancien vice-ministre italien
du gouvernement de Mario Monti, qui a entrepris une réforme de fond, pas seulement d'ailleurs sur le plan des retraites, entre 2011 et 2013. Et vous avez, vous, à ce titre, conduit la réforme dite Fornero, qui était du nom d'Elsa Fornero, qui était votre ministre de tutelle, hein, si je crois. Donc, les Italiens, vous nous en direz plus, ont évolué en 2 voire 3 temps depuis 1995. Et donc, vous nous expliquerez comment et pourquoi vous avez un peu changé de pied en cours de réforme. Et je terminerai par monsieur Jean Hendricks, je crois bien le prononcer, qui est économiste et membre du Conseil académique belge des pensions. Alors, monsieur Hendricks, évidemment, la Belgique n'est pas inconnue ici, vous êtes tout proche, mais finalement, j'ai découvert pour ma part que la Belgique avait entrepris aussi une réforme des retraites. Nous aimerions effectivement en savoir un petit peu plus. Je sais qu'il y a quelques difficultés pour la mettre en œuvre. Donc ça nous intéresse plus particulièrement, compte tenu évidemment de ce qui nous attend. Donc voilà, je vais maintenant vous donner la parole. Vous avez 10 minutes chacun pour exposer et essayer de vous en tenir à cela, parce que je crains qu'ensuite nous n'ayons pas le temps d'avoir un échange avec la salle, ce qui serait dommage. Donc je commence par monsieur Bouyol, peut-être, qui va nous donner le panorama de l'OCDE. Bonjour. Donc je remercie évidemment les organisateurs pour cette invitation qui permet à l'OCDE de survoler rapidement pour vous l'évolution des systèmes de retraite en Europe au cours des dernières décennies. Et on m'a demandé explicitement de me concentrer, de dresser un panorama de l'ensemble des réformes, au-delà donc des systèmes par points et en compte notionnel. Mais évidemment, à la fin de la présentation, je vais me recentrer quand même sur ces aspects-là. Alors, rétrospectivement, les années 70-80 sont marquées par des niveaux de pension relativement élevés compte tenu de la précocité des départs à la retraite. Et du coup, l'incontournable nécessité d'ajuster des systèmes de retraite à l'allongement de l'espérance de vie après 60 ans était à cette période-là mal appréhendée, ou en tout cas les ajustements nécessaires ont été trop longtemps différés. Et donc, jusqu'à cette époque, l'augmentation des taux de cotisation a été la mesure privilégiée pour faire face aux changements démographiques. Et ce type de mesure s'est également accompagné d'erreurs majeures de politique économique qui se sont traduites notamment par la mise en place de systèmes de pré-retraite. Alors pour corriger le tir, pour corriger le tir dans les années 90 et commencer à redresser la viabilité financière des systèmes, les efforts se sont portés premièrement sur l'augmentation de l'âge de la retraite, l'adurcissement des conditions de départ anticipé et le renforcement des mécanismes de type bonus-malus. Deuxièmement, sur la baisse du niveau des pensions, soit via le rythme d'accumulation des droits, soit via des mécanismes d'indexation ou de valorisation des salaires passés, dans certains pays, dont la France. Et troisièmement, le rattrapage dans de nombreux pays entre l'âge de la retraite des femmes et celui des hommes. Donc une façon simple d'illustrer les erreurs sur les âges de la retraite et leur correction est de présenter ici donc l'évolution de l'âge légal de départ à la retraite pour les hommes et les femmes depuis 1950 en moyenne dans les pays de l'OCDE. Donc vous voyez qu'il y a deux tendances, hein, la baisse jusqu'au début des années 90 et l'inversion de cette baisse. Donc on voit bien qu'avec la baisse de l'âge de la retraite au début des années 80, la France n'est pas isolée, mais l'ampleur de la baisse en France de 65 à 60 ans a été bien plus élevée, évidemment, qu'en moyenne ici de ces pays. Donc en tout cas, lorsque maintenant, depuis le début des années 90, pour les hommes, il y a une augmentation moyenne de 2 ans à peu près de l'âge de la retraite qui nous ramène
et ça c'est important, au niveau qui prévalait 70 ans plus tôt. On est donc de retour à ce qu'on avait en 1950, avec par contre un effet de rattrapage pour les femmes. Alors évidemment, ce retour au niveau d'après-guerre s'effectue dans un contexte que tout le monde connaît bien. Là, je passe très vite, qui est l'augmentation de l'espérance de vie à 65 ans, de 6 à 7 ans durant la même période. Lorsqu'on regarde les projections, eh bien, cette fois, on a évidemment la prolongation des tendances d'accroissement de l'espérance de vie à un rythme un tout petit peu plus faible. Et lorsqu'on prend en compte les réformes qui sont aujourd'hui actées dans les pays de l'OCDE, eh bien, pour les hommes, on a une augmentation de l'âge de la retraite d'environ 1,5 ans, qui est aujourd'hui actée, notamment via des liens automatiques avec l'espérance de vie. Pour les pays de l'Union européenne, on est à plus de 2 ans qui est de légiférer. Donc, lorsqu'on survole les réformes systémiques mises en œuvre au cours des 25 dernières années, il convient donc, dès le départ, de rappeler qu'au début des années 90, la référence en matière de pension était des systèmes publics par répartition à prestations définies. Et il y a eu ensuite des changements importants. D'une part, augmenter les taux de cotisation est devenu plus difficile pour plusieurs raisons sur lesquelles, si vous voulez, on pourra revenir dans la discussion. Mais les années 90 ont été marquées par une plus grande attention à l'impact du vieillissement démographique, et l'accent s'est porté sur l'amélioration de l'emploi des seniors. Alors, le changement de paradigme s'est traduit par un développement des régimes à cotisation définie, par capitalisation ou par répartition, dans un certain nombre de pays d'Europe, y compris via le développement de régimes facultatifs. C'est le cas, par exemple, pour le coup de l'Allemagne. Alors, excusez-moi, juste, évidemment, la plupart d'entre vous savent ça très bien, mais les systèmes à cotisation définie évitent les problèmes de viabilité financière, lient plus étroitement les prestations à l'ensemble des cotisations versées et ajustent automatiquement le niveau des pensions aux évolutions de l'espérance de vie. La contrepartie, bien entendu, c'est que les risques de baisse des pensions ont tendance à s'accentuer si les individus ne parviennent pas à travailler davantage. Donc au total, les grandes tendances des réformes depuis 30 ans, au-delà des développements des régimes de cotisation définis, c'est le fait que les revenus sur l'ensemble de la carrière sont pris en compte de plus en plus. Et vous avez ici donc la République tchèque, la Grèce et la Norvège ont rejoint les pays où c'est l'ensemble de la carrière qui compte pour les salaires. La Lituanie est en train également de passer à ce système-là. En Autriche, il y a une augmentation vers 40 ans de salaire pris en compte. En Espagne, on est en train de passer à 25 ans. Mais vous voyez qu'avec les législations actuelles, la France ferait partie, mais ça c'est avant la réforme dont on parle aujourd'hui, ferait partie des 5 pays avec Malte, la Slovénie, l'Espagne et l'Autriche à ne pas prendre en compte l'ensemble de la carrière pour le salaire de référence dans la législation actuelle. Alors une innovation majeure a consisté en la mise en œuvre de liens automatiques à des indicateurs liés au vieillissement démographique, ce qui vise et permet d'ailleurs dans une large mesure d'alléger le coût politique des ajustements nécessaires à des tendances qui ne sont pas prêtes de s'arrêter comme on l'a vu. Alors la France évidemment a pratiqué partiellement ces ajustements automatiques pour l'augmentation des périodes de cotisation jusqu'en 2035 environ. Mais ce qui est important de voir, c'est que ces ajustements automatiques prennent des formes différentes. On a les liens avec l'espérance de vie, de l'âge de la retraite à l'espérance de vie. Donc c'est le cas de ces pays-là, notamment le Danemark, l'Italie et les Pays-Bas, qui ont aujourd'hui un âge projeté de la retraite qui sont très élevés. Une autre... également, on l'a vu, les régimes par capitalisation, il y a un lien automatique entre le niveau de pension et l'espérance de vie via le calcul des annuités. Le mécanisme est le même pour les comptes notionnels. Donc on a 5 pays en Europe qui ont ces systèmes-là, l'Italie, la Lettonie, la Norvège, la Pologne et la Suède. Mais dans les systèmes à prestations définies, on a aussi ce qu'on appelle les facteurs de soutenabilité. Donc on a un ajustement automatique à l'espérance de vie en Espagne, en Finlande. C'est le cas d'ailleurs du Japon que je n'ai pas mentionné ici. Donc il y a des liens, les niveaux de pension s'ajustent automatiquement aux gains d'espérance de vie dans ces systèmes-là. Ce n'est pas que donc les comptes notionnels ou les régimes par capitalisation à cotisation définie.
Mais on a également le fait que dans certains pays, dont l'Allemagne dont on parle, il y a des mécanismes d'ajustement soit au taux de dépendance, entre guillemets, ou au solde financier. Donc on a le cas de l'Espagne et le Portugal pour les prestations définies, mais on a le cas de l'Allemagne pour le système par points, on a le cas de la Suède pour les comptes notionnels. Donc vous voyez que ces mécanismes d'ajustement automatique, finalement, ils peuvent porter sur n'importe quel type de système, même si c'est plus automatique sur les comptes notionnels ou sur les systèmes, entre guillemets, par capitalisation. Alors une autre tendance majeure a été apportée sur la consolidation des régimes de retraite, c'est-à-dire donc la suppression des régimes spéciaux et la mise en œuvre d'un régime universel. Alors c'est illustré ici avec la consolidation entre les régimes principaux couvrant les salariés du secteur public et du secteur privé. Donc vous voyez que la France apparaît dans la 4e colonne, parmi 4 pays de l'OCDE, dont 3 en Europe, l'Allemagne et la Belgique également, qui ont un régime totalement séparé aujourd'hui. Alors attention, ça ne veut pas dire que les écarts entre fonctionnaires et salariés du privé pour les montants de pension sont les plus importants. Par exemple, dans la 3e colonne, vous avez des systèmes consolidés, mais avec des suppléments pour les fonctionnaires. Et le cas standard est le Royaume-Uni, où ces suppléments sont tels que les écarts sont totalement colossaux entre les fonctionnaires et salariés du privé, bien plus importants que les pays de la 4e colonne, par exemple. Donc attention, on parle bien, il faut faire attention, ici ce n'est vraiment que la structure. Peut-être intéressant aussi pour la discussion, vous avez la Norvège dans la 3e colonne, qui est un système en compte notionnel, mais qui a un supplément pour les fonctionnaires. Et dans la 1re colonne, c'est ça qui nous intéresse quand même plus particulièrement aujourd'hui, des systèmes totalement intégrés. Et ce qu'on voit là, c'est qu'il y a des réformes qui ont été mises en œuvre assez récemment pour tous les pays d'Europe du Sud, Italie, Portugal, Grèce, Espagne. Il y a eu donc une réforme majeure, mais également plus récemment, c'est le cas du Japon, en 2015. Donc, globalement, les réformes au cours des dernières décennies ont amélioré de façon substantielle la viabilité des systèmes de retraite financière, mais elles se traduiront en Europe par une baisse du niveau des pensions qui diffère évidemment d'un pays à l'autre, mais d'après les estimations convergentes, Commission européenne, les travaux autour du corps, l'OCDE, etc., c'est de l'ordre de 20% en moyenne par rapport au cas de non-réforme. Et c'est aussi le cas de la France. Alors, je passe, vu le temps, je passe rapidement sur l'impact de la crise financière globale pour me concentrer donc sur les réformes établissant un système par points ou en compte notionnel. Donc, vous avez ici la liste des 10 pays en Europe, Norvège compris, 10 pays qui ont mis en œuvre ce type de réforme. Donc parfois on n'a qu'un éclairage un peu partiel, mais c'est bien de ces 10 pays dont on parle. La Lituanie est le pays qui a rejoint cette liste le plus récemment. Ils sont en train de mettre en œuvre le système par points. Donc on comprend, on espère peut-être que la Belgique et la France vont être les 2 prochains pays à rejoindre cette liste. Il faut juste savoir que l'Estonie, qui est ici, va probablement réformer drastiquement son système par points. On pourra en reparler. C'est un projet, en tout cas, de loi qui n'a pas encore été voté, mais qui a été déposé. Alors, les 2 dernières colonnes, ici, donnent une idée de la grande variabilité dans les durées de transition. Elles ont été très écourtées dans les pays baltes, compte tenu du contexte historique particulier de ces pays-là. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très court. Alors, en Allemagne, la transition également a été courte, mais là, c'est important de signaler que le point de départ était déjà un système avec un lien très étroit entre prestations et cotisations définies, d'abord, et qui prenait en compte l'ensemble de la carrière pour les salaires. Donc, de ce point de vue-là, c'était beaucoup plus simple. Et aussi, un autre point très important qui facilite la transition en Allemagne, c'est que la réforme n'a pas concerné les fonctionnaires. Alors, par ailleurs, la transition vers un système universel, et là c'est une remarque générale, est bien sûr facilitée si le système initial est peu fragmenté. Mais pour les pays ayant opté pour les comptes notionnels, la transition a été abrupte en Lettonie, alors que dans les autres pays, le régime précédent est maintenu partiellement, en tout cas pour environ 20 ans
en Suède et en Norvège, et plus de 35 ans en Pologne, en Italie. On va parler de l'Italie juste après. Évidemment, la réforme de 2011 a quand même accéléré beaucoup la transition en Italie. Alors, je termine avec le dernier tableau ici. Donc là, on voit dans la troisième colonne de ce tableau, alors il faut faire un petit peu attention. Là j'ai été un peu vite, je le confesse. On essaie de voir la question de la valorisation des salaires passés. Alors en réalité, pour les systèmes en compte notionnel, c'est le taux de rendement qui est utilisé. Pour les systèmes par points, tous les systèmes par points, c'est les salaires qui servent, disons, à indexer le coût des points. Ici, ce que vous avez en revanche, c'est l'indexation du prix du point. Donc, ce n'est pas tout à fait exact ce qui est signifié ici. Mais pour schématiser, en tout cas, dans les systèmes par répartition assurant la stabilité financière, eh bien, la référence en matière de valorisation, c'est d'indexer, et là je vais très vite, de valoriser sur la croissance de la masse salariale. Donc ce n'est pas ce qu'on a, et donc notamment si on prend le cas de la Suède ou de l'Allemagne, on est sur les salaires. Du coup, il faut introduire tout un tas de mécanismes ensuite d'ajustement, et vous voyez que les pratiques dans les pays ici, donc ayant adopté des systèmes par points en compte notionnel, mêlent salaire, masse salariale ou même PIB. Alors la Croatie et l'Estonie incluent aussi une composante basée sur les prix qui pose les mêmes problèmes qu'on connaît bien en France. D'ailleurs, à ce propos, sur les systèmes à prestations définies, seuls la Belgique, France, Malte et le Portugal revalorisent aujourd'hui intégralement sur les prix. Alors au total, même si les systèmes par points ou en compte notionnel sont assez proches, je crois qu'on peut résumer à grands traits en disant que les systèmes par points ont l'avantage d'être plus simples et probablement mieux compris par les individus, et donc c'est très important dans le choix de la réforme. Mais leur principal inconvénient est de ne pas s'ajuster automatiquement à l'évolution de l'espérance de vie, et c'est ici la quatrième colonne. L'Allemagne essaie de compenser cet inconvénient par des mécanismes de stabilisation qui sont un peu compliqués, liés à l'évolution entre retraités et pensionnés, mais en réalité entre retraités et salariés, mais en réalité c'est l'équilibre financier du système qui joue. Et donc le message principal, c'est que si la France devait opter pour un système par points, il faut certes reconnaître l'avantage de la simplicité, mais essayer vraiment d'être novateur et d'insister pour qu'au moins le montant de la pension s'ajuste au changement de la longévité. Il n'y a aucun système par points ici qui ne fait ça. On le fait de manière agrégée, avec des mécanismes d'ajustement, mais il n'y a pas au niveau individuel de lien automatique entre le niveau de la pension et l'âge de la retraite. Et donc, et je termine, c'est techniquement possible, ça n'existe pas, c'est techniquement possible en assurant par exemple que la valeur du point dépende pour chaque cohorte de naissance de l'âge de la retraite individuelle. Et après, pour éviter des complexités, il faut convertir tous ces points en euros au moment de la retraite. Donc c'est possible, c'est très important si on opte pour le système par points. Et voilà, il suffit d'avancer. Merci beaucoup, M. Bouyol. Donc, je passe la parole à Mme Dominique Acker, qui va nous éclairer sur le système suédois. Alors, si vous pouviez vous en tenir aux 10 minutes prévues, ça serait parfait. J'ai bien noté. Je vais donc vous parler de l'expérience suédoise. Ce n'est pas un hasard si la Suède fait partie des pays qui sont évoqués dans cette table ronde, car elle a le mérite d'avoir été l'un des premiers pays à développer des méthodes originales en matière de pilotage du système de retraite. Je vais essayer vraiment de tenir dans les 10 minutes pour vous présenter l'essentiel du système et non pas tout le système vraisemblablement, car ce sera trop court. Peut-être un petit mot pour revenir sur le contexte et le processus de la réforme.
cette question a été évoquée ce matin, notamment sur la question du temps. Le contexte, c'était quand même qu'on avait en Suède, au moment de la réforme, des fonds de réserve assez solides, liés à, disons, des niveaux de cotisation préalables qui avaient été assez confortablement dimensionnés. Et autre élément très important, c'est le taux d'activité élevé des seniors. 74% pour les 55-64 ans, ça fait un peu rêver pour les Français, et déjà un cadre unifié des pensions. En termes de processus, la réflexion a commencé en 91 avec une commission parlementaire. Elle s'est pas terminée. Il y a eu une première étape en 94 avec le vote au Parlement des principes de la réforme, en 98 vote de la réforme et en 2001 vote des mécanismes d'équilibrage. Tout ça nous a amené à 2003 pour commencer à mettre en place la réforme. Donc vous voyez un processus assez long, plus de 10 ans. Et ensuite une mise en œuvre qui a été très progressive, puisque ce ne sont que les générations nées en 1954 qui ont maintenant le plein effet de la réforme. Donc vous voyez que ça veut dire qu'on arrive seulement maintenant aux générations qui sont vraiment impactées par cette réforme systémique menée par la Suède. Alors, quelle est cette réforme? Vous avez ici un schéma qui vous montre bien le système des retraites suédoises. Un premier pilier, que vous avez en orange, j'ai gardé la couleur orange parce que c'est un peu le symbole de l'Office des pensions, l'enveloppe orange, etc. Tout ce qui est pension, c'est orange en Suède. Donc, je vous ai gardé cette couleur-là. Le premier pilier, donc public universel, qui représente à peu près 65% des pensions versées. Il est constitué de deux parties. La première, la plus importante, celle dont vous avez tous entendu parler, qui est la pension sur le revenu, qui est gérée par un système par répartition, mais, grand changement, à cotisation définie et non plus à prestation définie, ce qui était le cas avant dans l'ancien système, où les gens avaient besoin de 30 annuités et la retraite était calculée sur les 15 meilleures années. Donc là, désormais, on est à cotisation définie, avec ce fameux compte notionnel dont le capital virtuel est revalorisé chaque année, puis converti en pension au moment du départ en retraite. Une partie donc des cotisations salariales et employeurs, qui sont à peu près à 17% si on parle du salaire brut, 18% si on parle du salaire net, la plus grande partie des cotisations, 86%, va à ce compte notionnel. Mais une petite partie, 14%, soit 2,5% de la cotisation, va à un système par capitalisation, qui est lui aussi par cotisation définie, et pour lequel l'assuré peut choisir d'abord son fonds de gestion, et puis s'il va demander à la sortie une pension à montant variable ou à montant garanti. Voilà, ça c'est le premier pilier public très important en termes de montant de pension, mais il y a à côté deux autres piliers. Un autre pilier qui est le pilier des accords collectifs complémentaires. Vous connaissez, vous savez peut-être certainement qu'en Suède, la négociation collective est très importante. Donc ces accords collectifs complémentaires existaient déjà avant la réforme. Ce sont des accords qui sont passés entre quatre grands secteurs, les salariés col bleu, les salariés col blanc, les employés des collectivités territoriales, enfin et locales, et les employés de l'État. Donc quatre grands fonds de pension qui assurent une couverture complémentaire. Cette couverture complémentaire, elle est surtout importante pour les salariés qui sont au-delà du plafond. Je ne vous ai pas expliqué que mais dans le premier niveau, les cotisations sont sur un plafond. Et au-delà de ce plafond, le salarié ne paye plus rien, mais l'employeur continue à payer, ça va dans une masse collective, ça va dans l'impôt. Et donc, au-delà de ce plafond, c'est pour ça qu'il y a un régime complémentaire qui prend la suite. 4,5% en général de cotisation en dessous du plafond, et ça va jusqu'à 30% dans les régimes complémentaires au-dessus du plafond. Vous voyez donc que ça peut être extrêmement important pour les retraités. Enfin, un troisième pilier qui est le pilier, un pilier facultatif, alors que les autres sont obligatoires pour le public. Pour l'accord collectif, ça couvre à peu près 90% des salariés, et pour les contrats privés, donc c'est facultatif. C'est la pure capitalisation.
Les cotisations étaient déduites de l'impôt jusqu'en 2016, mais maintenant c'est terminé, et ça représente à peu près 5% des pensions. Je vous ai mis à côté un pilier zéro, ça correspond à la pension garantie, ce n'est pas du contributif, et c'est donc l'expression de la solidarité de l'État, un filet de sécurité pour ceux qui n'ont pas du tout ou pas assez cotisé. Ça représente néanmoins 7% des pensions versées en Suède, et ça concerne un tiers des retraités, à taux plein ou à taux minimal en tant que complément, et 82% de femmes. C'est de la solidarité, c'est donc financé par l'impôt, et le revenu de garantie est donc d'environ 829 € pour une personne seule, 739 pour une personne mariée. Pour y avoir droit, il faut avoir 5 ans de résidence en Suède, mais le montant de la pension auquel les personnes peuvent prétendre est basé sur une résidence de 40 ans en Suède. Donc si vous êtes resté que 15 ans, eh ben vous avez 15 quarantièmes de la pension. Il faut noter de manière un peu anecdotique à côté 2 autres pensions, l'invalidité et le survivant. On a parlé ce matin de la pension de réversion. En Suède, qui est un pays assez féministe, on a considéré que la pension de réversion était quelque chose de anti-féministe, puisque les femmes sont censées s'assumer, travailler et avoir leurs propres revenus. Donc la pension de réversion, on y a droit pendant 1 an. Bon, il existe quand même une pension de survivant, et de toute façon, la pension de garantie est là pour compléter les revenus d'une personne qui n'aurait justement pas travaillé du fait qu'elle était l'épouse. Excusez-moi, je parle plutôt des femmes, mais c'est en général comme ça que ça se passe. À côté, toujours dans l'ordre de la solidarité, mais là plutôt à la charge des communes et non pas de l'État, pour compléter le dispositif, on a des allocations logement ou des aides de subsistance qui sont là pour assurer un revenu décent aux retraités. Et ce n'est pas négligeable puisque l'allocation logement touche à peu près 700 000 personnes sur une population de 10 millions d'habitants. Donc, comme je le disais au début, la Suède est assez réputée pour son dispositif de pilotage du système. Alors ce pilotage se fait à partir de plusieurs éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle un ratio d'équilibre. Donc on fait l'équilibre entre les recettes et les dépenses futures, rapportées on fait les recettes et les réserves futures, rapportées aux dépenses futures, ça vous donne un ratio. S'il est inférieur à 1, ça veut dire qu'il y a un petit peu de danger, puisqu'on a plus de dépenses que de recettes, et donc à ce moment-là, ça s'applique à la revalorisation des droits accumulés. Donc si ce ratio d'équilibre n'est pas respecté, les droits accumulés sont minorés pour les futurs retraités. Il y a aussi un coefficient de conversion, on en a parlé beaucoup, qui tient compte donc de l'espérance de vie, donc de la cohorte à laquelle appartient la personne qui va partir à la retraite. Elle est née à une certaine année. On calcule l'espérance de vie à 65 ans pour cette cohorte. Si part un peu plus tôt, si part avant 65 ans, le montant de la pension est minoré. C'est l'équivalent finalement de notre décote. Si part après, il sera majoré. Troisième élément du dispositif d'équilibre, c'est que la revalorisation des pensions est liée non pas tout à fait au taux de croissance dont on parlait ou à l'évolution des prix, mais c'est un espèce de calcul entre l'évolution des salaires diminuée de 1,6% pour tenir compte des éléments de la croissance. Et donc, ils ont des revalorisations de pension qui ne suivent pas la revalorisation des revenus ou l'indice des prix. Voilà tout ce qui sert à aujourd'hui faire un dispositif avec un mécanisme de pilotage quasiment automatique. Donc les pensions sont réajustées tous les ans en fonction de ces éléments-là. Évidemment, comme chez nous, toute la partie solidarité est compensée par l'État lui-même en ce qui concerne les droits non contributifs, et ça concerne notamment le congé parental, le chômage, la maladie, enfin, les mêmes droits non contributifs que nous avons également en France. Ça, c'est pour le mécanisme de pilotage. Ensuite, il y a, disons, le suivi du dispositif. Il se fait dans le cadre du rapport annuel de l'Office des pensions. Et, très important, un groupe parlementaire de suivi. Vous avez là la photo du groupe qui est actuellement en vigueur, avec au milieu la ministre des Affaires sociales qui fait partie du groupe, qui même le préside,
Annika Strandhäll, qui est ministre des Affaires sociales en Suède. Donc ce groupe est très important. C'est un petit peu la continuité, si vous voulez, du groupe parlementaire qui avait planché sur la réforme. Et ça donne un regard politique sur l'évolution, je dirais, technocratique du système. J'y reviendrai tout à l'heure. Oulou. Non, alors ça va être très difficile. Bon, alors les premiers résultats, j'ai dit l'essentiel sur le dispositif. En ce qui concerne les résultats, je voudrais quand même signaler qu'on constate une dispersion inégalitaire dans l'âge de départ en retraite. Les plus qualifiés partant le plus tard et donc du coup maximisant leur pension de retraite, des taux de remplacement un peu en baisse, un problème qui est défavorable aux femmes qui se retrouvent avec un écart d'environ 30% de pension par rapport aux hommes. Ça, c'est l'effet du compte notionnel et du système contributif, puisqu'elles vont à un moment donné avoir des carrières à temps partiel, elles vont avoir du congé parental, etc. Et un mécanisme de pension qui est soumis au mécanisme automatique, ce qui veut dire que quand il y a eu crise économique après 2008, il y a eu une baisse des pensions de 3%, de 4%, de 2,7% en 2010, 2011, 2014. Voilà, donc, juste pour conclure, atouts et faiblesses du système, il y a un caractère assez vertueux de l'accumulation des droits qui est lié, qui est un encouragement au travail, une souplesse du système car il y a une possibilité de retraite à la carte, on peut partir entre 61 et 67 ans, voire même 70 ans, un libre choix qui est éclairé par tous les ans une visibilité de l'état du compte de la personne avec ce qu'on appelle l'enveloppe orange qui est envoyée à chacun et une stabilité financière bien sûr tout à fait intéressante qui a conforté la répartition et qui maintient en même temps la compétitivité du système. Parallèlement, les faiblesses, c'est l'augmentation des inégalités, une priorité qui est donnée au niveau initial de la pension, ce qui veut dire que les Suédois font un peu le pari que en vieillissant, ils vont avoir éventuellement une pension plus faible et se retrouver et s'en remettre peut-être au système social qui couvre la dépendance, etc. Du pays. Une existence de retraités pauvres, quand même, il faut le dire, 8%, notamment du fait de l'isolement, puisque les personnes isolées ne sont pas forcément très bien traitées. Et un caractère virtuel du compte notionnel qui entretient une certaine défiance les Suédois, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors nous on dit que c'est un système très solide, mais 33% des Suédois n'ont pas confiance dans l'avenir de leur système. Et d'autant qu'il y a un dispositif de capitalisation qui a été mal maîtrisé. Je termine, c'est ma dernière slide. Donc les défis à venir, c'est quand même l'augmentation de l'espérance de vie. On ne sait pas trop quel va être leur arbitrage entre l'allongement de la durée du travail, la hausse des cotisations, la hausse du plafond. Pour l'instant, ils sont surtout à l'idée d'allonger la durée du travail. Le groupe parlementaire s'est mis d'accord sur l'idée d'allonger jusqu'à 64 ans d'ici 2026, 67 ans pour la pension garantie. Il faut dire qu'il y a en Suède un dispositif de non-discrimination qui empêche les entreprises de licencier avant 67 ans. La question se pose de reculer cet âge à 69 ans. Une autre question qui est posée, c'est l'évolution du marché du travail. Aujourd'hui, vous avez vu, le régime complémentaire est quand même assez important, 25% des revenus des retraités. Que va-t-il se passer avec les indépendants ? Le développement des auto-entrepreneurs et enfin l'impact sur le système social, j'en termine là, de ce qui ne sera pas couvert par le système des retraites et qui va devoir être pris en charge par la solidarité. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que je n'ai pas le temps de faire une autre conclusion. Je n'ai pas voulu vous interrompre pour pas qu'on m'accuse de machisme. Bon, mais je voudrais demander à M. Marton, qui va vous succéder, d'être, si possible, pas bref, mais très concis, à l'italienne, bien sûr. Dites-nous ce qu'il ne faut pas faire, M. Marton. Voilà, je crois que là, vous serez... C'est vraiment une tâche, alors. C'est une tâche difficile. À savoir. Alors, monsieur le commissaire, merci beaucoup pour cette invitation. Même si c'est une tâche, je dirais, pas facile. Enfin,
essayer de résumer l'évolution du système italien, vous donnez quelques conseils sur une réforme systémique des retraites en France, en plus en français, et en plus avec le vigile contrôle de M. Van Lerberghe, ce n'est pas facile. Mais bon, en Italie, on a connu des réformes systémiques. Notre histoire est une histoire semblable à celle française. C'est une histoire qui commence avec le mutualisme. C'est un système privé, c'est un système corporatif. Mais bientôt, différemment de la France, on connaît une grande réforme systémique. C'est une réforme facile à faire, ça a été fait comme un blitz, mais c'était un moment, soi-disant, facile. Soit parce que l'âge de vie, l'âge moyen de vie était très bas, c'était à 40 ans, soit parce qu'il y avait un régime, le Duce, Mussolini, le fascisme, qui a fait la réforme, et donc il n'y avait pas beaucoup d'opposition sociale, et il n'y avait pas un problème de dialogue social, et vous allez vous y confronter, je m'imagine. Vous avez déjà commencé à la loin, mais je pense que le thème va revenir. Et Mussolini a fait une chose que vous n'avez pas fait en France, et qui vous manque, monsieur. Il a publié le système, et il a créé l'INPS et l'INAIL, les deux grands instituts qui gèrent le système de la prévidence en Italie. Et ça, c'est très important pour gérer une réforme parce qu'il y a un contrôle centralisé. Mais pour le fascisme, c'était surtout une question de caisse, pour avoir l'argent, pour le prendre. Et oui, et là, c'était le moment des guerres, c'était le 1933. Enfin, on commençait à se préparer. Et donc, il y avait déjà un lien très fort entre nécessité du bilan et épargne prévidentielle. Après ça, pendant 40 années, on n'a plus eu de réforme systémique. Mais on a eu une cinquantaine de petites réformes. Je vais vous en passer des cinquantaines de petites réformes et je vais parler des 4 réformes systémiques. La première, je l'ai déjà dit. La deuxième, ça a été la réforme Brodolini, 1969. C'était une réforme qui est très importante pour le système italien, hélas en négatif. C'est une réforme qui a introduit dans notre système ce que je vais appeler le système rétributif. C'est ce que vous appelez le système à prestations définies, si je comprends bien. Mais c'était un système avec lequel on calculait la retraite sur les 2 ans à l'avance, sur les derniers 2 ans de rétribution des travailleurs. Pas 25, pas 40, les derniers 2 ans. Au début, ça donnait un 45% de retraite, donc ça pouvait se faire, même parce qu'il y avait un âge moyen l'attente de vie était basse, c'était à 69 ans, et on allait à la retraite à 60 ans. Et en plus, il y avait beaucoup de fils. L'Italie faisait, chaque femme italienne avait 3 fils, et donc 3 fils qui payaient les pensions pour un parent qui travaillait. Pardonnez-moi mon français, mais en 10 minutes, enfin, c'est pas facile, croyez-moi. Et donc le système marchait. Il marchait tellement bien, il était tellement bien en équilibre, qu'on a commencé à augmenter la rétribution, 45, 60, 70, 80. Le système rétributif a consenti d'aller à la retraite avec le 80% de la dernière de la moyenne des derniers 2 ans de rémunération à 60 ans. C'était pas mal, c'était une très belle réforme. Mais du moment donné où le système marchait bien et il était centralisé, et donc c'était facile à gérer à un niveau politicien central. Pendant les années 70, et vous l'avez dit très bien, du côté de l'OECD, il y a eu des réformes très généreuses. On a créé, et ça a été une génialité italienne en ce moment, les baby pensioni. Il y avait un problème de chômage dans le secteur public. Très bien, on allait à la retraite avec 20 années seulement de travail, à 43 ans. Et voilà, eh oui, c'était pas mal. J'aurais bien aimé faire le vice-ministre du Travail à ce moment-là, ça aurait été plus facile. Et de l'autre côté, on a commencé avec beaucoup d'interventions, et c'était toutes les petites lois dont je vous en passe, qui ont créé la 3e dette publique du monde, qui a été la chambre de compensation de la paix sociale pendant les années 70, qui ont été vraiment dures dans notre pays. Et de cette façon, le système n'était pas en équilibre, il ne pouvait plus être en équilibre, même parce qu'avec le bien-être, avec la richesse, en quelque sorte, les Italiens ont commencé à changer le taux démographique. L'âge moyen a commencé à augmenter, tandis qu'il y a eu un taux de natalité toujours plus bas. Et ça a commencé à créer beaucoup de problèmes qui sont devenus éclatants
quand il y a eu la nécessité, après l'Union européenne, 1993, quand il y a eu la nécessité de la troisième réforme systématique de notre pays, la réforme Dini, 335 de 1995. Après 2 ans de négociations très dures, les seuls qui ont fait tomber le gouvernement Berlusconi, qui est tombé le premier gouvernement Berlusconi exactement sur le thème de la réforme des retraites, pour dire qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est important et qu'est-ce que c'est intimement lié avec le pacte social qui tient un pays. Cette réforme, la réforme Dini, a changé réellement et ça a été vraiment une réforme qui avait un objectif très important et très ambitieux, mais une réforme dure parce que ça voulait dire changer, signer le passage du vieux système rétributif qu'on ne pouvait plus supporter au nouveau système, un système contributif. Un système contributif qui était un système difficile à gérer, mais, comme vous l'appelez en français, c'était un système à compte notionnel. À ce moment-là, le gouvernement, après l'expérience, et ça je pense que c'est très important pour vous, a choisi le gouvernement Dini, c'était encore une fois un gouvernement technicien, a choisi de concerter avec les syndicats, avec toutes les parties sociales, la réforme, parce que c'était une réforme épocale. L'idée de la réforme, c'était le passage du système rétributif au système contributif, au compte notionnel, mais avec la négociation, l'objectif était d'assurer la paix sociale, mais le résultat, hélas, n'a pas été exactement, à mon avis, enfin, pour moi, c'est les choses que je pense, et j'ai toujours dit publiquement, n'a pas été un bon résultat, parce que le résultat a été que ceux qui étaient en train de travailler à ce moment-là, qui avaient déjà 18 ans d'ancienneté, comment vous dites, de travail, gardaient le vieux système rétributif. Ceux qui avaient déjà commencé à travailler, mais qui n'avaient pas encore 18 ans, passaient à un système mixte, un peu rétributif, un peu contributif. Ceux qui n'avaient pas commencé à travailler, j'étais parmi eux, comme tous mes amis et comme toutes les nouvelles générations, avec le système contributif, qui donnait seulement le 50% des revenus. Le taxe de substitution, j'ai entendu quelqu'un qui en parlait. Et le choix que le syndicat a fait pour donner son consensus, a été un choix qui était taché, que je pense était taché, qui était taché d'une sorte d'égoïsme générationnel. Il protégeait ceux qui étaient au travail, tandis qu'il déchargeait sur la nouvelle génération tout le poids d'une réforme aussi dure. Et ça donne un taux de substitution qui était le 80% de la rétribution. C'est une estime, bien sûr, il y a plein de changements, mais vous êtes très expert de régimes spéciaux dans votre pays, donc vous en savez quelque chose. Ça donnait le 80% aux ceux qui avaient le rétributif, le 65% aux ceux qui avaient le mix, le 50% aux nouvelles générations. Ce système a tenu, parce que ça a été un système avec une légère augmentation de l'âge de retraite. C'est un système qui a tenu pendant une dizaine d'années. À ce moment-là, il y a eu des petites réformes qui n'étaient pas de système, qui essayaient d'intervenir sur un problème, un autre problème. Et si je vais avoir le temps, j'ai presque fini. Mais c'est... Merci. Et il y a eu des petites réformes qui ont utilisé des systèmes intéressants pour essayer d'intervenir sur l'âge de retraite, qui était un thème, parce qu'avec un système centralisé, et quand on a la troisième dette publique du monde, le thème de l'équilibre prévidentiel est un thème fondamental parce qu'autrement il y a le Fonds monétaire international, l'OECD, les marchés financiers qui attaquent le pays. Et donc il y a eu des petites réformes qui n'ont pas été systématiques et je vous en passe. Jusqu'à quand? Et donc on a en quelque sorte perdu 10 ans parce qu'on n'a pas poussé jusqu'à la fin le processus qui était commencé avec la réforme Dini. Par exemple, je vous fais un exemple. On n'a pas étendu les effets de la réforme à tous les systèmes particuliers qu'on avait pour les libres professions, les travailleurs autonomes, qui ont leur caisse et qui ont leur système et qui ont leurs problèmes dans notre pays. Et ça, c'était un autre problème pour les jeunes, parce que dans notre pays, en Italie, ça arrive très souvent que dans les professions, c'est très facile qu'on fait la même chose qu'a fait la réforme Dini. Les vieux avocats se tiennent le bon. Et ils laissent les traitements beaucoup plus durs aux jeunes qui vont venir, qui rentrent. Et ça, c'est aussi été un grand problème, et c'est encore un grand problème. Donc, on a perdu ces 10 années pendant lesquelles on aurait pu faire une réforme
équitable, avec la calme nécessaire que toutes les réformes demandent, jusqu'à quand on a eu la crise financière du 2008, où tous les problèmes de la troisième dette publique sont redevenus au centre du débat public. Et hélas, à ce moment-là, et j'ai participé en tant que vice-ministre, et ça n'a pas été facile, et ça n'a pas été une expérience, ça a été un grand honneur servir le pays, mais ça n'a pas été aussi facile que ça. Il y a eu la nécessité de faire une réforme. On a eu besoin de faire une réforme du système des retraites en seulement 2 semaines. Et oui, quand on parle, ça ne semblait pas à un long processus de dialogue social, mais ça a été plutôt un blitz. Un blitz très dur, parce que le blitz avait comme rapport, comme problème, le thème d'assurer la tenue des comptes publics, du bilan de l'État. On n'avait pas fait, quand on avait le temps, la réforme nécessaire. On a été obligé à faire la réforme sous les coups de la crise. C'était le moment des spreads. Le spread italien était à 540, pour vous donner une idée des termes. Et à ce moment-là, quand il a fallu faire la réforme qui avait un but, assurer premièrement au marché financier que notre bilan pouvait tenir et que le système prévidentiel était en équilibre, pouvait se soutenir, parce qu'il y avait eu quoi? Une augmentation des attentes de vie, ce qui était exactement le thème dont on parlait avant. 65 ans, c'était une chose au début du 900, quand l'attente de vie était à 40 ans. 65 ans comme âge de retraite est une autre chose quand l'attente de vie est de 84 ans pour les femmes et de 80 pour les hommes. À ce moment-là, on a eu la nécessité de faire la réforme. Alors la réforme s'est basée sur 3 piliers. Le premier des piliers a été l'extension du contributif jusqu'à où on pouvait. Tous ceux qui avaient le système mixte, on l'a passé au système contributif. Pourquoi? Parce que c'est le plus équitable. Parce que c'est le plus généraliste, le système du compte notionnel. Le deuxième but, c'était l'équité générationnelle. Ne pas faire graver aussi cette réforme sur les nouvelles générations, ce qui nous a obligés à faire un autre choix très difficile. Augmenter de 5 ans l'âge des retraites des femmes nées dans le 1952. Jusqu'à ce moment-là, et on en a parlé beaucoup ce matin, jusqu'à ce jour-là, le choix était toujours le même, décharger sur les jeunes les sacrifices. Pour la première fois, et ça c'était vraiment aussi le courage de mon ministre, Elsa Fornero, et j'en avais la forte conviction, ça a été celui de faire payer à ceux qui allaient avoir le droit, ces gens-là. Pourquoi? Parce que l'enjeu était d'assurer le paiement des retraites. L'enjeu, et ce matin, Thibault l'a dit très bien, ceux qui ont le plus grand intérêt aux réformes des retraites, c'est les retraités. Parce que c'est eux qui ont besoin d'être sûrs. Et les 2 intérêts qu'il fallait faire en ce moment-là, dans cette contingence, c'était protéger les retraités et protéger l'épargne des Italiens. Parce que la crise financière était une crise qui avait le problème de l'épargne derrière lui. Et puis, j'ai presque fini, on a aussi introduit, parce que toujours pour les marchés financiers, not adjustment, but, comment ça se dit? Vous en avez parlé. L'ajustement de l'âge des retraites à l'attente de vie, qui a été très important, et c'est très important parce que ça évite de refaire chaque 2 ans une nouvelle réforme des retraites. Ça donne la stabilité au système et ça évite une continue négociation qui soulève beaucoup de problèmes politiques. Mais encore, il y a beaucoup à faire dans le sens de l'équitabilité. Et alors j'arrive et je conclus parce que le débat de ce matin a donné beaucoup de suggestions et parce qu'un peu d'expérience, je l'ai faite. C'est vrai, vous l'avez dit très bien, la réforme des retraites, c'est la réforme d'un pacte social, de quelque chose qui lie vraiment d'une façon incroyablement stricte les peuples entre eux.
C'est pour ça que je ne suivrai... Il n'y a pas une bonne méthode à suivre, mais la méthode, c'est faire tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire pour faire quoi? Pour préparer le système au moment de difficulté. Et pour essayer de rapporter dans le système équitabilité. C'est, à mon avis, et surtout en Italie, et j'espère que vous allez réussir en France, les systèmes de retraite atteignent et concernent vraiment la qualité de vie de chacun. Et dans chaque pays, il y a quelqu'un qui est plutôt privilégié et quelqu'un qui est moins. Et si, comme disait M. Thibault, c'est vrai que égalité, ça ne veut dire le même traitement à tout le monde. Égalité, ça veut aussi dire, ça ne veut même pas dire donner plus à ceux qui ont une plus forte capacité de frappe, parce qu'ils ont une plus forte capacité de faire de grève, parce qu'ils ont un majeur poids politique. Alors il faut choisir un système qui soit équitable. Et à mon avis, le système qu'on a choisi en Italie était le meilleur, le contributif notionnel. Mais aussi, sûrement, le système à points peut être un très beau système, ça dépend des caractéristiques. La chose qui est importante, à mon avis, c'est que cette opération équitable arrive à être justifiée dans les différentes catégories et d'essayer d'aller atteindre où il y a les plus faibles, où il y a ceux dont on s'oublie très souvent. Et je pense, par exemple, que les femmes, il y avait une question qui venait du public ce matin, sont un exemple vraiment significatif. Parce qu'une réforme des retraites peut être aussi l'occasion pour reconnaître le rôle que les femmes ont dans la famille, par exemple avec ceux qu'en Italie on appelle la contribution figurative. Ça peut être une des catégories, parce qu'autrement, avec les autres systèmes, une injustice sur le monde du travail devient une injustice aussi pendant la période des retraites. J'espère que vous allez y réussir, un peu parce que je me sens un tout petit peu français, même si mon français n'est plus celui qu'on m'a enseigné. J'espère que vous allez y réussir, parce que les réformes des retraites, on peut les faire en deux façons. Parce qu'on y croit et elles sont équitables quand il y a un moment de calme, ou bien avec des blitz qui sont dramatiques dans des moments de crise. Monsieur Delahaye, je vous augure de le faire avec beaucoup de calme. Merci. Merci, Monsieur Marton. Donc maintenant, Monsieur Hendrix, c'est à vous de conclure cette table ronde. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps de passer la parole à la salle. Je vais vous demander, comme à tous, de tenir les 10 minutes, mais sans grand espoir. Merci, Monsieur le Haut-Commissaire, pour cette invitation, pour nous permettre de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, en France, dans ce grand projet de réforme systémique qui nous occupe maintenant depuis quelques années en Belgique. Donc, pour contextualiser un petit peu mon intervention, je suis membre d'une commission de réforme des pensions en Belgique qui a été mise en place au printemps 2013. Et à qui on a demandé de réfléchir sur une réforme structurelle du système de pension, et qui a remis son rapport en juin 2014. C'est une commission complètement indépendante. C'est une commission faite d'académiques, de hauts fonctionnaires, des compétences assez variées. On a des gens en actuariat, des économistes, des sociologues, on a des femmes, on a des hommes. Donc, comme à la belge, on essaie d'équilibrer dès la Constitution, parce que la composition, évidemment, d'une telle commission est très importante. Obligation de départ, c'est d'aboutir à un consensus. Donc, hors de question de remettre un rapport des 12 membres de la commission si un des seuls membres ne signe pas le rapport. Donc, ça impose une certaine discipline, évidemment. Alors, le président de la commission, ce n'est pas anodin non plus, était l'ancien ministre des Pensions, socialiste, Frank van den Broek, donc il y a aussi une expérience qui a mis en place le système de pension par capitalisation au deuxième pilier en Belgique, avec une dimension sociale importante. Et donc ça a aussi servi, comme vous allez voir, pour... ce qui est un peu fait la surprise de cette réforme, c'est que le gouvernement suivant, qui était plutôt un gouvernement de centre-droit, sans les socialistes, a adopté, dans son accord de gouvernement, la totalité du programme de réforme. Et donc, le programme de réforme consiste en quoi? Consiste à basculer vers un système à
je ne dirais pas de changer, si vous voulez, le logiciel du système de pension, parce que ça peut faire peur, mais en tout cas, de mettre à jour le système de calcul de pension, le logiciel de calcul de pension. C'est plus un upgrade qu'un basculement complet vers un nouveau système, parce que ça fait peur. Ça fait d'autant plus peur que tous les sondages étaient clairs à l'époque, au niveau belge. Les Belges ne comprennent plus rien sur leur système de pension, très grande difficulté à comprendre les pensions, et se méfient très fort des changements structurels a priori. Ne comprenant pas déjà suffisamment bien comment leur système fonctionne, ils s'en méfient. Et ils s'en méfient d'autant plus que, comme ça a été indiqué par M. Bouloul, donc au niveau de l'OCDE, la Belgique a un système qui est complètement scindé entre les fonctionnaires et le secteur privé. Les fonctionnaires, pour faire simple, ont un régime qui fonctionne complètement séparé du système privé. Et un système qui est jugé par beaucoup comme beaucoup plus généreux, qui se traduit aujourd'hui par une pension moyenne chez les fonctionnaires qui est 2 fois plus élevée que la pension moyenne dans le régime privé. À carrière identique, à salaire identique. Okay. Et la raison est très simple, en fait. On peut même l'expliquer, elle est très simple. C'est ce qu'on a mentionné, c'est le fait qu'on calcule la pension sur les 5 dernières années de la carrière et qui sont généralement, par les mécanismes d'ancienneté, les 5 années les plus favorables. Tandis que dans le régime du privé, on calcule déjà depuis longtemps, en fait, la pension sur l'ensemble de la carrière. Et une carrière de référence en Belgique, donc c'est 45 ans. Ce qu'on appelle l'unité de carrière. Donc tout de suite, ça crée une tension. Nouveau système, harmonisation, panique générale. Donc, pour éviter tout blocage, on s'est dit, hors de question d'arriver avec une proposition qui consiste à harmoniser à court terme ces 2 grands systèmes. Si je voulais être précis, dans le système privé, il y a quand même le système des salariés et le système des indépendants, mais la différence est moindre. Donc ça, c'était quand même un obstacle important. Donc, qu'est-ce qui a été décidé, compromis à la belge? Ce qui a été décidé, c'est de faire une proposition de mise en place d'un régime de règles communes de pension sous la forme d'un système à points, de règles communes, mais sachant que la valeur des points, pour être très précise, la valeur des points serait différente d'un régime à l'autre. Donc, mais je vous explique. Attendez, donc, pour faire très simple, vous allez accumuler des points qui vont être liés, alors ça aussi c'est une différence importante, non pas liés aux cotisations dans les régimes, mais liés aux rémunérations des régimes. Volonté de séparer les questions de calcul de pension des questions d'allègement de cotisations, qui sont des politiques plus d'emploi, qui visent notamment à promouvoir l'emploi des jeunes et l'emploi des seniors. Avec toutes les autres difficultés, des primes, des parties de salaire qui ne sont pas soumises à cotisation, mais qui habituellement sont comptabilisées dans les calculs de pension. Donc il y a toute une série. Donc, pour éviter cette difficulté-là, on prend comme référence de calcul des points la rémunération annuelle brute. Ensuite, il y a la valeur des points qui va être indexée sur l'évolution des salaires dans chaque régime et sur une durée de carrière de référence. Troisième élément, dernière composante de cette formule de pension, c'est un coefficient de conversion âge. Coefficient de conversion âge, tout ce qu'il fait, c'est simplement introduire vos taux d'abondement, comme vous appelez ça, enfin décote ou surcote, en fonction d'un départ anticipé ou reporté par rapport à un âge de référence. Et vous allez tout de suite voir un petit peu, parce que je vais insister sur les innovations, en quelque sorte, ici, parce que jusque-là, il n'y a pas de grande innovation. Sauf peut-être que vous avez des valeurs de points différentes selon le régime où vous êtes. Attendez, je vous vois. OK? Alors, je vous explique. Le gros problème, en fait, et une des raisons pour laquelle une réforme a été demandée, ça vient de l'administration elle-même. L'administration a un vrai problème de gérer les carrières mixtes. C'est-à-dire la problématique qui figure, en fait, dans le, si j'ai bien compris, dans le mot de campagne du président Macron, c'est la mobilité professionnelle. Vous avez différents régimes et vous êtes confrontés à cette difficulté-là. Les gens passent d'un régime à l'autre et les formules de calcul de pension changent. Alors ça, pour l'administration, c'est un enfer. Okay? C'est un enfer. Et donc, concrètement, comment on gère ça ici?
eh bien vous avez des points, j'insiste, qui ont des couleurs différentes selon le régime auquel vous appartenez. Vous faites 3-4 années dans le régime des fonctionnaires et vous avez des points d'une certaine couleur, qui ont une valeur liée à l'évolution des salaires, indexée sur l'évolution des salaires, dans le régime des fonctionnaires. Vous êtes indépendant, vous avez des points d'une autre couleur qui évoluent en fonction de l'évolution des revenus professionnels déclarés des indépendants dans leur régime. Et vous avez pour les salariés des points d'une troisième couleur qui évoluent en fonction de l'évolution des salaires des salariés dans leur régime. OK? Donc, concrètement, vous pouvez même sur une même année avoir des formules mixtes où vous avez un temps partiel comme fonctionnaire, ce qui est tout à fait autorisé, et un temps partiel comme indépendant complémentaire. Et vous avez vos boules de couleurs différentes, ça vous donne, ça crée des droits de pension que vous pouvez convertir à la fin. OK? Bon, ça, c'est la première chose, c'est tenir compte de la diversité. Ne pas rentrer, si vous voulez, dans une formule uniforme. Donc, le problème est plus ou moins réglé. Vous allez me dire, bah là, on va très clairement voir les différences de traitement entre régimes, parce qu'évidemment, ça va se voir au travers de la valeur du point. Au moment de la sortie à la pension, vous convertissez vos points, et ils ont des valeurs, évidemment, différentes, pour un même nombre de points, selon le régime auquel vous appartenez. Donc, la convergence, à ce moment-là, peut se faire via une convergence, selon une période de transition à déterminer, sur la valeur des points. Très clairement, au moment de la transition, on sait très bien que les fonctionnaires vont partir avec des valeurs de points plus élevées que les salariés. Et donc, on peut mettre en place des coefficients d'harmonisation, si vous voulez, on dit sur 5 ou 10 ans, mais ça dépend un peu du leadership, si je puis dire, des gens qui portent la réforme. Parce que ça, c'est une condition très importante pour un succès d'une réforme, c'est d'avoir non seulement un sentiment d'urgence, mais en plus des gens qui portent la réforme. Eh bien, ici, au moins, quelque part, la valeur des points joue comme un rôle de prix, si vous voulez, implicite sur l'accumulation des droits de pension. Alors, quelle est la deuxième autre nouveauté? La deuxième autre nouveauté, c'est un basculement des conditions d'âge vers des conditions de carrière. Pour faire très simple, la manière dont je vends, si je puis dire, la formule aux syndicats et aux partenaires sociaux en général, et au grand public, c'est de dire, dorénavant, ce n'est plus l'âge du véhicule qui va importer, et qui détermine quand vous remplacez votre véhicule, mais c'est le kilométrage du véhicule. Et donc, concrètement, il y aura égalité de traitement, non pas sur l'âge de départ à la pension, ce qui est tout à fait injuste, je vais vous expliquer tout de suite. Il y aura égalité de traitement sur la durée de cotisation. Tout le monde sera soumis à une même durée de cotisation. Alors, en quoi ça a une dimension sociale très importante? On parle de l'indexation des âges de pension sur les gains de longévité. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un grand débat sur l'inégalité dans les gains de longévité. On va le calculer sur quelle base? Sur la base de gains de longévité moyens. On sait que certaines personnes vont avoir des gains de longévité, selon leur position sociale, beaucoup plus faibles que cela, et d'autres des gains de longévité beaucoup plus élevés. Les dernières études américaines ou même anglaises vous donnent des écarts entre le premier décile socio-économique et le dernier qui sont de l'ordre de 5 à 6 ans. Attention. Et donc, ici, comment on peut corriger cela? On peut corriger cela en ayant justement une condition de carrière unique, identique pour tous. Ce qui impliquera que les gens qui commencent plus tôt leur carrière, qui sont souvent les moins qualifiés, on parlait ce matin des apprentis ouvriers, par exemple, qui commencent plus tôt leur carrière, qui ne font pas d'études supérieures, peuvent partir, s'ils commencent 5 ans plus tôt leur carrière, ils peuvent partir 5 ans plus tôt sans aucune forme de décote. Donc l'âge de suppression de la décote sera basé non pas sur l'âge d'anniversaire, mais sera basé sur la durée de cotisation requise, et qui est la même pour tous. Donc on va faire une correction actuarielle, si vous voulez, non pas sur base d'un âge identique pour tous, mais sur base d'une déviation par rapport à la durée de carrière requise. OK? Ça, c'est le coefficient de conversion d'âge. Et donc on essaie d'une certaine manière, comme on ne peut pas discriminer, vous comprenez bien, on sent tout de suite, ça va être bloqué, cette forme de discrimination, des corrections actuarielles, comme dans les comptes notionnels, sur base de soit des écarts entre hommes et femmes ou des écarts entre peu qualifiés et peu qualifiés. On le fait indirectement en faisant une correction actuarielle sur base d'un âge normal de prise de la retraite. Et l'âge normal de prise de la retraite est celui qui est déterminé sur base de votre âge de départ de carrière, ajouté de la durée de carrière requise. Est-ce clair?
Donc vous avez là quelque part, je dirais, la substance même de cette réforme. Alors je viens devant vous très enthousiaste, mais en fait je devrais être beaucoup plus modeste, parce qu'au départ, il y avait une forme d'engouement pour cette réforme. J'étais même surpris que, sauf un parti, tous les partis avaient en quelque sorte adhéré à cette proposition. Les partenaires sociaux, les employeurs étaient très favorables, les représentants des indépendants très favorables. Du côté des fonctionnaires, on ne grinchait pas trop. Mais petit à petit, lorsqu'on rentre dans les détails, on commence à se rendre compte des difficultés. Et on se rend compte qu'on pensait qu'en instaurant comme variable de pilotage global du système la durée de carrière uniforme pour tous, que l'on pouvait indexer évidemment en fonction des gains de longévité, on pensait à avoir obtenu l'adhésion des syndicats. Mais l'opposition est venue d'un endroit tout à fait inattendu pour nous, du côté syndical. Elle est venue du fait qu'il y a une très grande incertitude sur l'évolution de la valeur du point. La valeur du point, vous nous dites, elle est indexée sur l'évolution des salaires, c'est très bien. Mais les salaires peuvent baisser. Vous nous dites, elle est indexée sur la durée de carrière de référence. C'est très bien. Mais si la durée de carrière de référence augmente parce qu'il y a des gains de longévité, on demande aux gens de prester quelques années supplémentaires, on augmente, on indexe de certaine manière les durées de cotisation. Qu'est-ce que ça a pour effet? De réduire la valeur du point. Ce qui signifie qu'il faut travailler 1 ou 2 années en plus pour maintenir notre pension. C'est une forme d'engagement, si vous voulez, conditionnel. Conditionnel, une pension complète à condition, un taux de remplacement donné à condition de faire la carrière complète qui, elle, est une variable qui peut s'ajuster progressivement. Alors là, ça a commencé à poser problème au niveau syndical, puisqu'on avait une rupture totale avec notre système de prestations définies. On atteignait l'âge de la pension, on avait une garantie sur le taux de remplacement. Maintenant, vous êtes en train de nous dire qu'on va accumuler des points, mais nous n'allons pas manger des points, monsieur. Donc nous voulons des euros. Donc le jour où on va devoir convertir ces euros, on a une incertitude sur la valeur de cet euro. On a même la possibilité qu'on nous demande de travailler plus longtemps, mais que la valeur du point baisse tellement que vous vous retrouviez avec une pension plus faible qu'auparavant. Et donc ça, c'est le fameux slogan syndical, qui est quand même aussi un slogan très puissant. Travailler plus pour gagner moins, ce n'est pas un bon moyen de vendre votre réforme. Et c'est comme ça qu'à l'heure actuelle, la plus forte opposition, en fait, les syndicats s'opposent au gouvernement, et leur seul argument d'opposition, le vrai argument d'opposition, et nous allons vivre des grèves comme vous, très prochainement, c'est cela. C'est même pas le système au point, c'est la valeur du point. Alors, le ministre en charge des pensions a trouvé une solution de dernière minute. Alors ça, moi, je me méfie toujours des solutions de dernière minute. D'accord? Mais il a trouvé une parade. Quelle est la parade? C'est de dire, eh bien, nous allons décider dans la loi que la valeur du point ne pourra jamais baisser. Ah! Mais ça, il faut quand même réfléchir si c'est faisable. Okay? Mais donc, son idée, alors, je vous fais un peu d'état des discussions, c'est vraiment tout récent, hein, donc... nous-mêmes, au conseil académique, on n'était pas au courant, donc on découvre ça dans la presse. Ah tiens, ça c'est nouveau. Rigidité à la baisse de la valeur des points. Ça pose déjà question, puisque si on veut allonger les durées de carrière, normalement, la valeur du point doit s'ajuster à la baisse, d'accord? Donc on va devoir faire, si vous voulez, des compensations. Il va falloir rattraper, en quelque sorte, la générosité que vous donnez en mauvaise période, là, ou lorsque la valeur du point devrait baisser, soit parce que les salaires stagnent et que la durée de carrière augmente, il va falloir récupérer ça. Et donc, on peut le faire, mais il faut faire des mécanismes de lissage avec des effets de cliquet, mais il faut simuler tout ça, bon sang. Et je vais terminer par... je pense que j'ai épuisé mon temps, donc je termine par... Non, mais j'aime bien devenir un peu par là. Le dernier point, non, parce que là, je pense qu'on a quelque chose d'assez intéressant. Il y a une contrainte dans la réforme systémique. La contrainte, c'est la contrainte d'information. Vous ne disposez pas aujourd'hui des données de carrière des fonctionnaires, par exemple, au-delà de 6 mois, puisque vous calculez les pensions des fonctionnaires sur les 6 derniers mois. Donc comment allez-vous faire pour convertir votre système actuel dans son équivalent en points sans connaître tout l'historique de carrière et des salaires de la personne? Et a fortiori, ses cotisations. Et comme vous n'en aviez pas besoin pour calculer les pensions,
ben, vous ne vous êtes pas tracassé de garder cette information. Alors, en Belgique, on a un avantage ici, c'est qu'on a créé la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, qui est une plateforme, donc qui est vraiment en ligne avec ce que vous voulez faire, donc qui est une plateforme où l'ensemble des informations de carrière, des données de carrière, dès que vous êtes recruté par un employeur, automatiquement le contrat est transféré dans la Banque Carrefour de Sécurité sociale, on a votre salaire, on a toutes vos périodes d'inactivité, on a tout en fait. D'accord ? Et donc avec ça, on peut faire un recalcul de l'impact de la conversion vers un système à points. Et nous l'avons fait, et la bonne nouvelle, c'est que pour les salariés, les écarts ne sont pas très grands, donc c'est véritablement des micro-simulations sur base de carrière réelle, donc pour des salariés qui ont une carrière complète dans le système privé, d'accord ? Les écarts ne sont pas très grands, idem pour les indépendants. On n'a pas encore osé le faire pour les fonctionnaires, puisque vous comprenez que là, ça implique un gros changement, d'accord ? Voilà, je m'arrêterai ici. Eh bien, merci. Voilà pour cette table ronde qui s'est tenue le 19 avril dernier au Sénat. Table ronde consacrée à la retraite par points et aux exemples de nos voisins européens. Vous l'avez vu, eh bien, cette table ronde s'est tenue dans le cadre d'une vaste réflexion le 19 avril dernier sur la réforme des retraites. Cela alors que le gouvernement planche sur un véritable Big Bang en la matière. Et ce colloque rassemblait au Sénat de nombreux sénateurs, mais aussi des experts et le ministère de la Santé. Vous pouvez toujours voir et revoir tous les colloques sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.